Retour sur le plateau pour ce dernier débat. C'est le débat qui, depuis dimanche soir, occupe une large partie de la gauche. Vous pouvez en prendre la mesure dans Mediapart, dans le club, où il y a une avalanche de billets. Voter, ne pas voter Macron. Comment faire barrage au FN. Et puis, vous pouvez en prendre la mesure dans les fils de commentaires de nos articles. C'est des centaines de commentaires, des centaines d'échanges. Alors, voter ou ne pas voter Macron quand on est de gauche, nos invités, Mathilde Larère, que nos lecteurs et ceux qui nous regardent connaissent bien, puisque vous faites les détricoteuses avec Laurence Decoq, cette chronique historique. Vous êtes historienne, enseignante à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Caroline Dehaas, ceux qui nous regardent vous connaissent bien aussi. Vous êtes militante féministe et chef d'entreprise. Karl Gazi, vous êtes syndicaliste. Et puis Olivier Tonneau, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Cambridge. Et on vous a invité parce qu'il y a 2 de vos billets publiés dans le club de Mediapart qui, depuis 48 heures, provoquent des déluges de commentaires, circulent partout sur les réseaux sociaux. Un premier billet qui était titré « Face au Front National, réponse aux pompiers pyromanes qui ont voté Macron ». Et puis un deuxième billet « Face au Front National, lettre aux insoumis tentés par l'abstention ». Ces billets, ceux qui nous regardent peuvent les retrouver dans la colonne du club sur notre page d'accueil. Ce débat est animé avec Stéphane Aliès. Stéphane, première question. Vas-y. On va peut-être demander à Olivier Tonneau justement de revenir, parce que le succès de son premier billet a été effectivement est peut-être lié au fait que tout le monde a ressenti un peu ça, quoi, cette espèce d'indignation à tout de suite se faire subir l'injonction à voter Macron tout de suite sans discuter et compagnie. Est-ce que peut-être vous pouvez y revenir et vous nous dire quelles sont les raisons pour vous de ce succès et qu'est-ce qui vous a poussé derrière en publier un second dès le lendemain? Alors moi j'ai toujours eu l'intention d'en publier 2. Alors je précise juste une chose que François n'a pas dit, c'est que vous êtes un insoumis, entre guillemets, voilà. Vous appartenez à la France insoumise et vous êtes un soutien ardent de Jean-Luc Mélenchon. Ardent. Oui, allez, j'assume, ardent. Du coup, je précise aussitôt que je n'ai aucun titre officiel dans la campagne. Je me suis trouvé plus près de l'intérieur que j'aurais jamais imaginé dans le dernier mois et demi. Mais tout ce que je dis ne vaut évidemment que pour moi. Je ne m'exprime qu'en mon nom propre. Et ce qui d'ailleurs, de toute façon, est dans la logique de la France insoumise. Donc j'ai toujours eu l'intention d'écrire les 2 billets. Et je pensais laisser plus de temps entre les 2. Le premier billet, c'était effectivement pour réagir aux injonctions qui nous étaient faites. Et il était pour moi évident que je ne pouvais pas envoyer balader les moralisateurs et dire dans le même billet que j'allais voter Macron, parce que sinon, ça perdait tout son impact. Donc j'aimais bien l'idée qu'il y ait quelques jours de flottement où on se dise « mais c'est pas possible, que va-t-il faire ?» Et puis les réactions ont effectivement été si nombreuses que je me suis décidé à écrire le billet plus tôt. Mais vous avez sans doute remarqué que les commentaires ont été beaucoup plus favorables au premier billet qu'au deuxième. Ce qui est totalement normal en fait, parce que bien sûr c'est beaucoup plus facile d'exprimer la colère qu'après de proposer une voie étroite entre des solutions, des écueils qui sont de toutes parts. Et j'insiste d'ailleurs d'emblée sur le fait que dans le deuxième billet, je dis ce que moi je ferais, et ben forcément, du coup, par voie de conséquence, je dis ce que je pense qu'il est bon de faire, mais je n'ai pas la science infuse, je ne considère pas avoir une vérité quelle qu'elle soit sur ce sujet, et donc je comprends et j'accepte qu'on s'abstienne. J'entendais le plateau précédent, oui, où il était dit, voilà, malgré tout, il faut sortir de la colère et être raisonnable. Je pense que les choses ne sont pas si simples. Et vous voulez faire un petit tour peut-être ou on a le temps de parler. Alors je continue. Moi, il y avait 2 choses que j'avais envie de dire qui me semblaient importantes. La première, c'est peut-être quelque chose qui est assez spécifique aux insoumis, justement. Parce qu'on a une indignation particulière dans ce qui se passe du fait de la campagne qu'on a menée. Et je crois que pour moi, comme insoumis, ça a été une campagne exaltante, incroyablement enthousiasmante. Et moi, j'y ai cru. Et de toute façon, d'ailleurs, je n'étais pas dans un calcul de probabilité. Est-il raisonnable d'y croire ou je ne sais quoi? J'y ai cru jusqu'au dernier moment. Et c'était tout. Et donc, il y avait ce côté comme ça merveilleux. Et c'était aussi une campagne extrêmement dure. Et la dureté
venait forcément du gouffre entre la façon dont nous nous percevons et l'image qui était renvoyée de nous. C'est-à-dire que pour moi, la France insoumise, c'est quand même, en fait, on est les seuls à avoir fait campagne, pour moi. On est les seuls à avoir construit un programme qui est quand même ciselé. Enfin, c'est des heures d'audition programmatique. Sur chaque point, c'est incroyablement précis. Un ami me disait, mais c'est pas possible, tu peux pas être d'accord sur tout. Et moi, je lui disais, mais c'est pas la question. J'essaye de tout comprendre. Et c'est déjà assez de travail, d'arriver au bout de ce que c'est que l'avenir en commun. Et les militants le connaissent par cœur. Enfin, on a un mouvement incroyablement éduqué, incroyablement conscient, comme ça, très, très, très passionné. Et bien sûr, on nous renvoyait à la figure Poutine, Castro, Chavez, et l'idée qu'on était une secte illuminée par un gourou. Et ça, c'est très douloureux. Surtout quand, dans le même temps, on le présente comme le candidat raisonnable sur lequel tout le monde peut s'accorder, un type comme Macron, qui pour moi est un gourou. C'est-à-dire que si vous regardez un meeting de Mélenchon, vous avez quand même de la substance, et dans le rapport entre la foule et Mélenchon, vous n'avez pas pour moi d'adoration, vous avez une complicité. Parce que vous avez quelqu'un qui s'adresse à l'intelligence des gens qui sont là, et ces gens se sentent respectés, et c'est pour ça qu'ils sont heureux d'être là. Quand vous avez Macron à Bercy, au début, moi, Macron, ça me faisait rigoler. Quand j'ai vu Bercy, ça m'a fait peur. Là, ils sont tous en uniforme, t-shirt bleu, t-shirt rose, t-shirt bleu, t-shirt rose. Il gueule « On t'aime Emmanuel », il se tape sur le cœur comme un loupard, il envoie des baisers à la foule, il dit rien, enfin c'est vraiment affolant, quoi. Et donc là, on a ce sentiment incroyable d'une inversion totale entre les faits et les représentations, où nous, on bosse, on fait un truc vraiment construit, vraiment précis, on se fait traiter de secte, et lui, il fait un truc hyper personnalisé, totalement creux. Honnêtement, Bercy, on dirait un truc de facho. Le fascisme, il est là. C'est quand une foule en transe applaudit le beau gosse du coin. C'est quand même dingue. Et lui, par contre, je vous interromps. Là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est finalement les ressorts de la déception de dimanche soir. Voilà, exactement. Mais par exemple, Caroline Dehaas fait un billet de blog, elle, qui tente de surmonter cette déception. Oui, alors. Tout en la reconnaissant, Caroline, vous dites, bon, il faut surmonter ce moment et revenir à de la politique. Non, pour résumer... Ouais, moi, j'ai vraiment eu le sentiment de vivre les étapes du deuil. Donc, d'abord le déni. Alors, j'ai l'impression que chez certains, ça a duré un peu plus longtemps que d'autres. Mais bon, moi, ça a duré à peu près 5 minutes. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, en effet, ce que moi, j'ai vécu dans la campagne. C'est pas ça que j'ai vu autour de moi, sur le terrain. Bon. Et puis, la colère, la dépression. Bon. Et puis, assez rapidement, plutôt le lendemain matin, en fait, on se réveille et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est vrai que moi, ma première réaction, en fait, ça a été de me dire, je vais pas aller voter. C'est vraiment, je me suis dit ça. Et puis, on en a parlé dès le premier soir, en fait, dès le soir même, avec mon entourage, avec les amis qui étaient là. Et l'argument qui m'a fait basculer, et instantanément, c'est un argument qui, je pense, s'appuie sur mon passé syndical. Moi, j'ai commencé mon premier grand engagement syndical, c'est à l'UNEF, le syndicat étudiant. Et je me souviendrai toujours qu'on se disait, l'objectif, c'est d'avancer. Il n'y a pas de petite victoire. Voilà. L'objectif, c'est de convaincre des gens pour avancer, gagner des droits et essayer de s'organiser pour être un peu mieux en position de gagner de nouveaux droits le lendemain. Et donc, en fait, la question qu'on s'est posée ce soir-là et qui m'a permis le lendemain matin de me réveiller et d'écrire ce billet, c'est de me dire quelles seront les meilleures conditions de la lutte le 8 mai au matin. D'abord, première question, est-ce que le résultat du 7 mai m'indiffère ou pas? Parce qu'en effet, si le résultat du 7 mai m'indiffère totalement, je peux justifier de ne pas aller voter. La réalité, c'est qu'au fond de mes tripes, je sais que ça ne m'indiffère pas, que ce soit Marine Le Pen à l'Élysée ou Emmanuel Macron à l'Élysée, ça ne crée pas la même chose en moi, donc ça ne m'indiffère pas, donc je vais me positionner, puisque je ne suis pas indifférente. Et la question que j'ai envie de me poser, c'est quelles seront les meilleures conditions de la lutte? La lutte féministe, la lutte antiraciste, la lutte écolo. Comment est-ce que je peux, avec un bulletin de vote, organiser les choses pour avoir les meilleures conditions de la lutte? Donc c'est un peu l'argument qu'évoquait Michel Brouet, mieux vaut être dans l'opposition sous Macron que sous Le Pen. Ça laisse des espaces de combat plus larges. Oui. Il reste des espaces de combat et des outils de combat. Pour revenir sur ce que tous deux vous avez vécu, c'est ce que vous exprimez très bien, Karl Gazi, dans un post Facebook contre l'injonction faite dès dimanche soir. On voit tous les responsables politiques se succéder disant il faut voter Macron. Et ce que vous écrivez sur Facebook, c'est généralement ce ne sont pas mes tripes qui prennent le dessus, mais il ne faudra pas trop me chatouiller. Et si j'entends encore une El Khomri, un Le Guen, un Valls, un Drey, un Hollande me faire la morale, je ne réponds plus de rien. Ce qui est inquiétant, c'est que vous avez écrit ça lundi et que depuis, Le Guen, Valls, n'ont pas arrêté de faire des injonctions. Est-ce que vous êtes redescendu, si je puis dire, depuis? Mais déjà, racontez-nous. J'étais déjà redescendu, et pour tout vous dire, cette discussion, nous l'avons eue avec mes camarades, je suis syndicaliste dans le commerce, et j'ai été, pas
parmi mes camarades en première ligne dans la bataille que nous avons menée contre la loi Macron. Macron, on le connaît, on sait qui c'est. Macron, Le travail du rapport dimanche. Attali. Le rapport Attali. Macron, le CICE. Macron, le pacte de responsabilité. Macron, la loi Macron. Et Macron, inspirateur de la loi El Khomri. Enfin, voilà, Macron, pour un syndicaliste, il n'y a absolument aucun doute sur sa nature et sur ce qu'il est. Et nous avions déjà, dans mon organisation, eu des débats en anticipant les résultats. Hein. On espérait un bon résultat, mais enfin, on pensait bien que ce n'était pas la seule possibilité. Et j'avais fait fureur quand j'avais dit que s'il y avait un second tour Macron-Le Pen, je voterais Macron. Ils sont retournés, ils m'ont regardé, il est fou. Et ma position... Ils vous ont dit, il est fou, c'est ça? Pardon, oui, bien sûr, parce que moi, dire que je vais voter Macron, enfin, quand vous connaissez l'âpreté de la bataille que nous avons menée contre Emmanuel Macron, le mépris absolu dans lequel il nous a tenus pendant toute la période où nous avons essayé de défendre le repos dominical et le repos nocturne des salariés, ce n'est pas rien de dire je vais voter Macron si jamais il est au second tour face à Marine Le Pen. Mais ça, c'est une position très cartésienne qui essaye de faire fi de vos tripes, quoi. Hein, et vos tripes, vous en avez, hein, malgré tout. Et donc, l'explication elle est simple, parce qu'il faut revenir à des choses simples. Le problème dans les milieux dans lesquels nous vivons, c'est que qui sont relativement politisés, où les gens parlent beaucoup de ces questions-là, c'est que tout le monde fait des calculs de billard à 15 bandes, alors que la réalité est simple. Entre deux mots, je choisis le moindre. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors pourquoi ces injonctions vous ont à ce point exaspéré? Parce que je considère... alors c'est vrai que dimanche soir, on a eu droit là à une succession assez impressionnante de NKM, de gens ayant soutenu l'ultra-droite de Sarkozy venir faire la leçon sans... Je pense qu'il faut rester sur les faits. Les faits sont très éloquents. De 2012 à au premier tour des élections, Marine Le Pen a gagné 1 500 000 voix. À qui en revient la responsabilité ? Sinon à ceux qui ont gouverné la France entre 2012 et 2017. Et que ces gens-là, et c'est pour ça que je cite exclusivement des responsables issus du Parti socialiste, qui viennent nous expliquer qu'il faut faire barrage, et comment il faut faire barrage, et nous donner des conseils politiques, alors que François Hollande lui-même n'a même pas été fichu. C'est quand même historique qu'un président sortant, alors il y en a qui sont morts, qui n'ont pas pu se représenter, c'est Pompidou, qui a démissionné, c'est De Gaulle, mais enfin tous les autres ont pu au moins se présenter, même s'ils ont été battus. François Hollande n'a même pas été en mesure de se présenter à la présidentielle. Il va venir nous expliquer, lui et ses sbires, enfin ses acolytes, tous ceux qui l'ont conseillé, qui lui ont dit ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il fallait faire là, dans cette situation, c'est absolument insupportable. Je les tiens pour responsables de la progression du Front National. Je pense que Emmanuel Macron, qui est la poursuite de François Hollande sous d'autres formes, va continuer, si on le laisse faire, de renforcer le Front National. Néanmoins, entre un mal définitif et immédiat qu'est le Front National et le poison lent, pour paraphraser Trotsky, qui a déjà été cité tout à l'heure, que serait Emmanuel Macron, entre mourir aujourd'hui et mourir un peu plus tard et avoir une chance de m'en sortir, j'ai choisi. Néanmoins, il est très difficile, comme par exemple, vous avez cité Estrosi tout à l'heure, j'ai aussi vu Sarkozy appeler Macron. Quand vous voyez Sarkozy appelle, le premier réflexe, c'est de dire je vais quand même pas faire comme Sarkozy. Et puis vous prenez un peu de recul, vous réfléchissez. Mathilde Larère, Stéphane a publié un papier tout à l'heure rendant compte de la conférence de presse de plusieurs responsables de la France Insoumise. Et Charlotte Girard, qui est responsable du programme, c'est ça, parmi ses déclarations, revient sur la comparaison avec 2002 et dit « Le tout sauf Le Pen de l'époque ne peut plus tenir ». Comment vous expliquez-vous que ce qui ne fait absolument pas débat en 2002, et il s'agit quand même de voter Chirac, ça ne fait absolument pas débat, aujourd'hui déclenche une telle tempête dans les électorats de gauche? Déjà, en plus, moi, je pense que la
la comparaison avec 2002, en fait, donne presque... Enfin, insiste plus presque à voter 7 fois. Parce qu'effectivement, en 2002, il y avait une espèce d'évidence que la gauche allait voter Chirac face à Le Pen, compte tenu du choc de sa présence au second tour, compte tenu du fait qu'à ce moment-là, on avait beaucoup plus conscience, je pense, généralement des dangers que représentait le Front National. Et maintenant, c'est beaucoup moins évident, pour des raisons que je comprends, etc. Mais ce qui fait que maintenant, je pense que le risque est beaucoup plus grand, finalement, qu'il ne l'était en 2002. Parce qu'au bout du compte, moi, j'ai vécu la même chose que vous, c'est-à-dire que le soir, le dimanche soir, j'avais poney. Il était hors de... Je n'allais pas voter Macron, franchement, non. Je m'étais fait gazer dans les manifs loi travail, le 49.3, tout ça, je n'avais pas oublié. Donc, et puis, le lendemain, je me suis dit, mais le Front National, quoi. Enfin, non, c'est pas possible. Et puis surtout, je me rends compte de la médiocrité, on en a parlé aussi, la campagne de Macron, il y a un vrai problème. Et là, depuis le début, il ne fait qu'accumuler des catastrophes. Enfin, la rotonde, donc plus il est mauvais, plus je me dis que le vote Front National risque d'augmenter, plus l'abstention risque d'augmenter. Or, on sait très bien que l'abstention va servir l'élection, la possible élection. Donc, non seulement je suis d'accord avec Caroline, moi ça ne m'indiffère pas, je suis d'accord avec vous, c'est 2 mots, mais il y en a un qui est bien pire. Hein. Et pas seulement parce qu'il y en a un c'est maintenant et l'autre c'est dans 5 ans, c'est parce que, rappelons-nous ce que c'est le Front National. En 2002, il n'y avait pas eu cette dédiabolisation. Là, on est le produit d'années de dédiabolisation qui ont fait des effets, réels, ce qui explique la progression du vote, ce qui explique plein de choses. Et moi, là, je me dis, le risque... après, peut-être que j'espère que je me trompe, hein, mais je ne suis pas à me dire il n'y a aucun risque. Je ne pense pas que l'enjeu ce soit de lui donner... En 2002, on se disait, la question qu'on se posait, on s'était déjà engueulé, il ne faut pas non plus oublier qu'on s'est beaucoup engueulé en 2002. Moi, je me suis beaucoup engueulée avec des gens, parce que la question c'était, on ne va pas lui donner 80%. Oui. Qu'il a eu finalement. Bon. Débat qui ressurgit là, on le voit dans les commentaires il faut qu'il soit mal élu. Mais là, moi j'ai pas peur, la question est pas est-ce qu'on lui donne 80% ou pas, c'est que je commence à me dire mais est-ce qu'on prend pas le risque qu'elle passe à 50,9, 51, et ça, mais je ne peux pas le prendre. C'est pas possible. Je sais ce que c'est que le Front National, je sais ce que c'est que le fascisme, ça ne veut absolument pas dire que j'euphémise les dangers du néolibéralisme, etc. Mais surtout pas, quoi. Mais voilà. Alors, par exemple, parce que vous êtes plusieurs à avoir dit entre les deux le pire ou le moins pire. Et moi, je me rends compte que ça me donne envie de m'abstenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ces arguments-là. Non, mais ces arguments-là, c'est pas ça qui me fait basculer dans le fait que je vais aller voter le 7 mai. Pourquoi? Parce que je pense que mon cerveau n'arrive pas à me dire que Macron, c'est moins pire que quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je n'arrive pas à accepter qu'il puisse y avoir une part de moins pire, donc une part potentielle de positive, dans un personnage qui va faire une loi travail 2, qui va supprimer des postes de fonctionnaires, qui va à aucun moment faire la transition énergétique dans ce pays, etc. Et donc, moi, quand je me pose cette question de est-ce que je dois voter pour le moins pire, je me dis je vais m'abstenir. Et ce qui me fait basculer, en fait, c'est un truc très égoïste. C'est comment moi je m'organise. Oui, ça aussi. C'est ça parce que l'argument de moins pire, je trouve que, en tout cas, il n'est pas suffisant, moi, pour me faire basculer dans le fait d'aller voter. Je répondrai à 2 choses. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que l'important, c'est de continuer à lutter, de trouver Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par réagir, alors qu'au début, je voulais rien dire parce que j'avais pas envie, en disant quelque chose, de donner l'impression que je donnais surtout pas des injonctions, parce que vraiment je voulais pas, mais même forcément dès qu'on prend la parole et qu'on est un tout petit peu écouté, et ça, j'avais vraiment pas envie de jouer ce rôle-là. Mais en même temps, moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est de voir mon camp se diviser. Parce que là, je me dis, là, il va falloir qu'on soit grave unis quand même. Parce que de toute façon, on risque de s'en prendre plein la gueule. Et qu'il va falloir qu'on fasse bloc, qu'on fasse vraiment bloc pour les législatives, qu'on fasse bloc après. Et si on commence à créer un champ de ruines en s'engueulant sur ce truc qui, je dis pas qu'il n'est pas important,
mais putain, c'est qui nos ennemis, hein? C'est pas dans notre camp, nos ennemis. Stéphane, Nos ennemis, ils sont en Est-ce face, que quoi. c'est pas ça justement que ça dit aussi de la gauche quand on se rappelle de 2002, où à l'époque, bon an mal an, lorsque là on était quand même, c'est Chirac qui était en plein dans les affaires mairie de Paris et compagnie. Il avait donc dit le bruit et l'odeur, hein, on savait c'était très bien l'escroc, qui en avait il avait dit affaire. bruit et l'odeur 10 ans avant, mais bon. Entre-temps, il avait quand même été élu en 95, fracture sociale, grève de décembre 95, mais on était quand même encore très habitué au Front républicain, c'était presque une évidence. On a vu les régionales de 98 où Chirac l'avait fait respecter aux régionales. Là, on se retrouve quand même, malgré tout, dans l'échiquier politique, en le regardant de très loin, et je vais penser un peu contre moi-même en vous posant cette question, on est quand même avec, parce que c'est pas forcément ce que je pense moi, à titre personnel, mais Macron... ça fait quand même partie, en tout cas, c'est issu d'un pouvoir élu par la gauche précédemment. Est-ce qu'il est finalement plus horrible que ce qu'étaient les radicaux sur lesquels s'est fondé le Front populaire qu'est-ce qui... oui. Mais je sais pas, je vous pose des questions. On ne m'engueule pas, Mais je vous pose la question. Qu'est-ce que ça dit aussi de la gauche française au sens très large, tel qu'on l'a entendu très longtemps, qui allait de l'extrême gauche jusqu'au centre gauche, voire au centre. Est-ce que ça ne dit pas aussi aujourd'hui qu'elle a complètement implosé et quand vous parliez de attention, division, parce est-ce qu'il n'y a pas deux camps qui sont en train de se séparer? Je pense que c'est pas juste de voir ça comme une pathologie de la gauche. Je pense que il faut sortir de l'idée qu'on hésite entre deux gouvernements, qui seraient un gouvernement Le Pen et un gouvernement Macron. Moi, ce que j'ai entendu, j'ai quand même beaucoup de commentaires d'insoumis qui me reviennent, mais pas seulement d'insoumis, c'est que ce qui est mis en cause est beaucoup plus fondamental, et en fait, c'est l'État lui-même. Et ça, c'est, à mon avis, une critique qu'on peut faire en étant insoumis, parce que nous, on voulait le refaire de fond en comble, cet État, avec la Constituante. Et maintenant, même pour citer quelqu'un qui n'est pas une insoumise, c'est Diane Scott, qui blogue par chez vous et qui a fait un très très beau billet aujourd'hui qui s'appelait « Arraisonner le vote ». Elle s'abstiendra. Et elle, ce qu'elle dit, c'est « je regrette ». Et c'est pas seulement la loi El Khomri. Elle dit l'affaire Théo, la mort d'Adama Traoré, Calais, etc. C'est pas le Front National. Et on pourrait multiplier les exemples, comme vous en doutez. Et pourtant, c'est l'extrême droite. Voilà. Le Burkini, c'est l'extrême droite. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut arrêter cette comédie où on nous demande de voter pour l'extrême droite pour éviter l'extrême droite. Et là, du coup, on est dans quelque chose de complètement autre. Et moi, fondamentalement, j'ai écrit mon billet, on sait pourquoi je vote Macron, Mais à la limite, ça m'intéresse pas du tout de venir ici et de réitérer les raisons pour lesquelles je voterai Macron. Ça me paraît beaucoup plus intéressant de creuser les raisons pour lesquelles on ne votera pas Macron. Et donc, il y a des gens, par exemple, Diane Scott dit, on nous demande de nous rallier pour faire comme si l'État français était autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Et chez les Insoumis, il y a énormément ce même discours. Voilà, donc c'est pas la gauche qui se serait fragmentée, c'est l'État qui a muté, et de telle sorte qu'aujourd'hui, cautionner quoi que ce soit à la tête de cet État, ça devient un vrai problème. De la même façon que en 2002, on a fait barrage au Front National, dont la principale mesure était l'immigration zéro. Et qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, on est dans l'immigration zéro, au gré des pouvoirs de droite puis de gauche. Aujourd'hui, l'immigration n'est que acceptée en cas de guerre à l'étranger, mais on ne l'accepte plus en termes d'immigration économique. Karl Gazi, vous vouliez rajouter? Oui, je crois que le fait qu'il y ait eu 2002, il y a aussi pour beaucoup oui. dans cette division. C'est les gens qui vous disent, mais on nous a déjà fait le coup avec Chirac en 2002, on ne nous le refera pas une deuxième fois. Et à ça, je réponds, attention, je l'ai fait aussi en 2002. D'ailleurs, c'était la première fois que je votais, pas de chance. Hein, je n'ai pas été déçu. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que je ne mettais aucun espoir dans la politique qu'allait mener Jacques Chirac. Mais je comprends tout à fait que des gens aient pu penser qu'en noyant Chirac avec 80% des votes, on allait peut-être infléchir sa politique. Ce n'est pas ce qui s'est produit, et c'est normal. Et de la même manière, je n'espère pas un instant, d'ailleurs Macron a été très clair, il veut des ralliements, il faut passer sous ses fourches codines, voter pour lui, c'est tout ce qu'il demande. Il ne veut pas infléchir quoi que ce soit. Je ne changerai pas mon programme. Il ne changera pas son programme. La question n'est certainement pas la question du moindre mal. Macron, Le Pen sont les deux visages de la même chose, mais les effets de Le Pen seront irréversibles très vite. Et c'est ça qui me fait prendre ma décision. On ne sort pas indemne d'une extrême droite au pouvoir, et l'extrême droite ne lâche pas le pouvoir comme ça.
C'est-à-dire que la géographie, ce que vous venez de dire en citant ce billet de Diane Scott, c'est-à-dire que la géographie électorale ou la géographie politique classique, qui nous ferait placer Macron, on va dire, au centre droit. C'est l'extrême centre, comme dit Tariq Ali, l'essayiste anglais. C'est Ouais. pas, Tout c'est à l'heure, une il forme dit- d'extrême Si on c'est un regarde libéral de modéré, manière je le trouve classique, pas du tout on dit, modéré pas comme modéré, libéral. non. on dit c'est finalement ultra Macron, c'est le centre droit. Vous avez voté pour la droite rude à la Chirac en 2002. Pourquoi aujourd'hui ne votez-vous pas pour le centre droit? C'est un argument qu'on entend. C'est Oui, plus, puis c'est Olivier, plus. enfin, moi, je trouve que ce que C'est dit plus qu'un Olivier centre là-dessus droit. est vachement. Enfin, moi, Alors on voilà, parle- oui, on non, mais parle je beaucoup. pense que c'est un... En fait, et d'ailleurs, moi, une de mes premières réactions, ça a été en allant voter le 7 mai, en mettant un bulletin de vote dans l'urne, en participant à cette mascarade. En fait, je valide le système de la Ve République, je valide le système politique dans lequel on est. Et donc, une de mes réactions épidermiques, ça a été de me dire, je ne vais pas valider ce système. Et je vais aller prendre la rue, quoi. Sauf que la réalité, c'est que si Marine Le Pen est présidente de la République, eh ben, nos chances, nos potentiels de transformation du système se divisent immédiatement, tu as raison, par 10, 15, 20 ou 100 000. Mais donc, je pense que c'est là où on touche un truc plus profond. Et pourquoi est-ce que c'est pas pareil qu'en 2002 ? Parce qu'il y a eu 5 ans de François Hollande président. Et moi, ce qui m'a mis extrêmement en colère et qui continue à me mettre très en colère, c'est qu'en fait, ça fait 5 ans, non, pas 5 ans, ça fait 4 ans et demi qu'on sait que ça va arriver. Ah ouais. Ça fait 4 ans et demi qu'on sait que ça va arriver. Moi, j'ai un souvenir auquel je tiens beaucoup, même si il déclenche énormément de colère et d'émotion chez moi. C'est les universités d'été de Un Monde d'Avance, qui était donc le courant de la gauche du Parti socialiste, dans lequel à l'époque il y avait donc Henri Emmanuelli, qui est décédé récemment, Benoît Hamon et puis d'autres. Et en septembre 2012, donc ça faisait 6 mois que François Hollande était président de la République, il avait déjà eu le temps de ne pas renégocier le traité, il avait eu le temps de ne pas faire vraiment une réforme des retraites, et il avait eu le temps de commencer à préparer le CICE. Et d'ajourner le mariage pour tous. Et d'ajourner le mariage pour tous. Donc, on était déjà dans les renoncements. Et donc, on a eu un débat à cette occasion-là, et moi, j'ai pris la parole en disant, le seul truc qui nous intéresse, nous, ici, à l'époque, j'étais adhérente au Parti Socialiste, je suis partie depuis, fâchée. La seule chose qui nous intéresse ici, nous, la gauche du Parti Socialiste, c'est en 2017. En 2017, on se retournera et on se dira, est-ce qu'on a permis, avec notre force à nous, ils avaient 22 députés à l'Assemblée nationale, hein, est-ce qu'on a permis que François Hollande mène une politique un peu de gauche? Je ne pense pas qu'il va renverser la table, juste essayer de la faire bouger un peu. Est-ce qu'on aura permis ça? Si on se rate là-dessus, Marine Le Pen sera au second tour. Et c'est là où je suis en colère, parce qu'en fait, je suis même en colère contre moi-même. On savait que ça allait arriver. Et moi, j'ai parfois le sentiment qu'on ne sait pas tous, collectivement, la gauche, voilà, et moi compris, donner les moyens de l'empêcher. Et c'est ça aussi, cette colère-là, elle se traduit dans le fait que il y a un moment où, voilà quoi, c'est sans moi, quoi, mince quoi. Mathilde. Ouais, non, 2 trucs sur 2002. Effectivement, je suis d'accord. Ce qui s'est passé en 2002, c'est que beaucoup de gens à gauche ont voté pour Chirac, et ensuite il s'est assis tranquille sur ses votes, Absolument. a fait une campagne législative de droite, puis une politique de droite. Bon, mais c'est lui qui est en faute. C'est pas les gens de gauche qui ont voté pour lui. Enfin, il y a quand même un truc. Souvent, on me pose la question, est-ce que nos votes ont toujours du pouvoir ? Mais le problème, c'est ce que les élus font du vote. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on ait voté non au TCE majoritairement et qu'il soit finalement passé sous une autre forme. C'est ça le scandale. Mais on ne va pas remettre en cause l'élection pour autant. Ceux qui ont voté Chirac en 2002 ne sont pas responsables, hein, et ne doivent pas être fautifs de ce qu'a fait Chirac, qui est scandaleux parce qu'il savait qu'il avait été élu par la gauche et il n'en a pas tenu compte. Alors après, vous parliez des autres fronts républicains, et c'est pas inintéressant de remonter en arrière, parce que je suis historienne, tant qu'à faire, autant que j'apporte C'était un pour truc ça que je vous d'histoire. lançais la perche. Voilà. Alors on va remonter un peu en arrière. Vous évoquez le Front populaire, hein. Bon, déjà le Front populaire, c'est pas exactement. On n'est plus l'appeler Front républicain, pas trop. C'était quand même Front populaire. C'était le parti radical, qui était un parti qui pouvait passer à droite à gauche. Bon, mais c'était quand même la SFIO et le PCF. Hein. Mais les autres, la Fédération républicaine, tout ça, la droite, ils n'étaient pas dedans. Hein. Ils étaient de l'autre côté. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. On s'est alliés à ce moment-là entre forces de gauche. Donc là, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. Là où on retrouve quelque chose qui ressemble, c'est ce qui s'est passé après l'affaire Boulanger. Et c'est marrant parce qu'après l'affaire Boulanger, le terme qui était utilisé, le général Boulanger, qui est en fait les débuts du nationalisme de droite xénophobe, antiparlementaire, qui est le début de l'affiliation qu'on retrouve actuellement dans le Front National.
qui a menacé la République. Et il y a eu un appel à un front républicain, on appelle ça la défense républicaine. Mais il y a un autre terme qui est utilisé, c'est bizarre parce qu'il ressort, c'est les progressistes. La première fois qu'on utilise le terme de progressiste, c'est pour appeler derrière Waldeck-Rousseau et d'autres, à la droite et un centre, qui étaient les républicains opportunistes, à s'allier contre la gauche. Parce que ce que ça a donné les lois scélérates, ça a donné ce qui a écarté. Donc effectivement, finalement, c'est pour ça qu'on a au fond de nous, et moi de fait avec ma connaissance historique, je l'ai aussi au fond de moi, il me fout la trouille ce fond progressiste, parce que je sais ce que ça donne, parce que ça a donné les lois scélérates, parce que ça a donné tout un tas, d'ailleurs ça a donné une réconciliation de l'Église et de la République à un moment court, bon ça n'a pas duré longtemps, ça a donné aussi l'affaire Dreyfus qui après a permis là une défense républicaine de gauche, avec Jaurès qui s'allie avec les radicaux et qui permet de refonder. Donc, ce qui est très difficile, c'est que dans notre histoire, on a eu des fronts républicains, et je mets des guillemets à républicains, mais certains étaient à gauche et certains étaient à droite. Et là, on nous demande, et c'est pour ça que c'est hyper dur, et c'est pour ça qu'on y va, mais comme ça, on nous demande un front républicain de droite. Et c'est atroce. Et en plus, je ne vois pas en quoi, franchement, ce serait républicain, parce que quand Macron dit qu'il veut réformer le code du travail à coup d'ordonnance pendant l'été, mais c'est pas possible. Enfin, on dirait Charles X quand il fait les ordonnances en juillet 1830. Enfin, c'est pas de la République. N'empêche que, et c'est là que je vais pas être tout à fait d'accord avec vous, n'oubliez pas ce que c'est que le fascisme, ce que c'est que le front. Enfin, évidemment que le néolibéralisme, c'est horrible, mais là, on parle de régimes qui peuvent mettre en place des gens, des systèmes de police, des gens qui rentrent chez vous la nuit et qui vous arrêtent sans raison, on va déchaîner les trucs. Non, mais on a quand même vécu un petit peu. Mais c'est justement parce qu'on a vécu qu'on ne peut pas le vivre. Voilà, on ne peut pas. Ouais, mais ça va être. Enfin, franchement, alors peut-être que je suis trop nourrie de ma culture historique. Peut-être je l'entends. Mais n'empêche que moi, tout en ayant une critique absolue et vraiment, enfin, je suis complètement d'accord avec vous. Ne sous-estimons pas le danger du Front National. Ne le sous-estimons pas. C'est pas parce qu'ils nous font croire depuis un certain nombre d'années que non, que le danger n'est pas là. Je crois qu'on n'a aucune sous-estimation de ce danger. Moi, c'est ce qui me fait prendre ma décision. Voilà. Le PS a pu prendre des mesures qui ressemblent beaucoup à ce qu'aurait fait l'extrême droite. Ce n'est quand même pas l'extrême droite, même si certaines des mesures auraient pu être prises par l'extrême droite. Ce que je veux dire aussi, c'est que... Mais est-ce que vous comprenez l'exaspération de ces électeurs de gauche où, en en gros, on leur ressort le danger Front National que vous venez de décrire mais je pense qu'il y a comme une exaspération. terrifiant en parlant de fascisme, etc. On leur ressort justement entre les deux tours. Je la comprends, et après, hop, je la comprends ça d'autant disparaît. plus, pardon, qu'il y a une exaspération très forte, par rapport à... Et on n'a peut-être pas suffisamment parlé au diktat qui nous est imposé depuis le référendum d'octobre 62, qui institue l'élection du président au suffrage universel et qui nous impose en fait cette façon de faire. Dès le premier tour, on est déjà dans le vote utile. On ne choisit pas complètement selon ses opinions, on choisit parmi ceux qui se rapprochent le plus, celui qui a le plus de chances d'y arriver. Et le deuxième tour il nous met dans des situations impossibles. Aujourd'hui, nous sommes devant deux mauvais choix. Ah oui, c'est non et non. Nous devons choisir parmi deux très mauvais choix, et le choix ne peut pas être bon. Et c'est ce qui aussi crée cette réticence très très forte. La dernière chose que je voudrais dire, pour ne pas être trop long, c'est que je ne me pose absolument pas en exemple de ce qu'il faut faire. Je comprends parfaitement ceux qui ne font pas le même choix que moi. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège qui nous est tendu, qui est celui de la division, qui essaye de concentrer le débat autour de ce que fera un tel ou un tel. Finalement, de fait, la division c'est est quand là. même un comble que ces pseudo-démocrates cherchent à nous imposer la façon dont nous allons voter. Non, justement, la division n'est pas là si nous ne faisons pas un critère
de ce que les gens feront le 7 mai. C'est-à-dire que bien sûr, on est divisé, il y en a qui s'abstiendront, il y en a qui s'abstiendront pas. Ce qui doit être clair, c'est qu'effectivement, entre deux mauvais choix, nous respectons les deux choix. Ouais. Moi, de mon petit billet qui a beaucoup tourné, à la fin, je faisais un parallèle avec Andromaque, qui accepte d'épouser Pyrrhus pour sauver son fils. Et quelqu'un, dans un fil de commentaires, m'a dit « Oui, Andromaque, c'est bien, mais il y a aussi Antigone. » Et bien, dans ces cas-là, j'accepte. Donc, c'est ça qui est fondamental, à mon avis, c'est de comprendre que le piège, ça serait, nous, de dire qu'il y a les républicains d'un côté et les anti-républicains de l'autre, selon ces lignes-là. Et à la limite, moi, je pense, comme vous, qu'il faut faire barrage au Front National. Mais je pense que c'est impossible d'exiger ça de qui que ce soit d'autre. Et les gens, aujourd'hui, que je comprends très bien et que je lis tout le temps, qui ont la rage et qui, aujourd'hui, se disent qu'ils s'abstiendront, eh ben, il y a plus de chances que finalement ils y aillent si on leur dit que, de toute façon, ils font exactement ce qu'ils veulent, que si on commence à seriner cette la espèce de moralisme. 24 heures sur 24. Mais même là, j'en dis trop. Du coup, j'ai l'air de faire un coup. Non, à parce tout que, le vous monde. voyez, Alors que bon, J'ai voilà. envie de vous dire quoi faire, mais en fait, je vais Voilà. pas le dire. Parce que Alors que chacun fera je son vous choix. cite juste ce billet de Raoul-Marc Génard, publié également sur Mediapart, qui dit « Je ne peux pas renier 20 ans de combat, des centaines de conférences pour combattre ce que Macron défend et proposer ensuite de voter pour lui. Et je ne peux pas renier l'engagement d'une vie contre le racisme et la xénophobie et voter Le Pen. Voilà. Les deux sont Ouais, mais porteurs c'est de mots d'une C'est intensité horrible. égale. Alors c'est ça le problème, d'une mais c'est intensité horrible. égale. Donc je m'abstiendrai. » Alors, moi, je crois que c'est dans un de tes tweets que tu parlais de bienveillance. Moi, c'est un mot qui m'a interpellée parce que donc, lundi soir, on avait une réunion hebdomadaire de campagne et on a eu un débat sur le second tour. Et on n'était pas tous d'accord entre nous. Et Ce que l'on n'a pas dit, c'est que Caroline Dehesse est également candidate aux citoyenne législatives, dans voilà. le 18e arrondissement En à Paris. 18e, ouais. Face à Myriam El Khomri, et donc on mène une campagne citoyenne. Bon. Et donc on a eu un débat sur le second tour. On n'était pas tous d'accord entre nous. Et en fait, à la deuxième intervention, il y a quelqu'un qui a commencé en disant « Je vais vous donner ma position, mais par contre, je suis hyper content parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va bien se passer. » Et tout le débat, ça a duré quand même bien 1 heure, était hyper bienveillant. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait quand même, moi j'ai ressenti, il faudrait que je refasse les comptes, mais j'ai ressenti quand même un décalage générationnel avec des jeunes engagés dans la campagne qui disaient, moi je vais voter Macron, le Front National, c'est pas possible, ou je vais créer les conditions de la lutte, etc. Et puis des personnes de plus de 60 ans qui disaient, ça va quoi, ça va. J'en ai marre. C'est le vote de Sans trop. moi, quoi. Voilà, c'est plus possible. Et c'était vachement intéressant le débat entre générations. Ça me rappelait des débats dans les mouvements féministes où on n'était pas toujours d'accord entre les générations parce qu'on avait des points de vue différents du fait de nos expériences différentes. Bon. Et donc voilà. Et donc j'ai trouvé que cette question de la bienveillance était fondamentale parce qu'on va quand même, quoi qu'il arrive, que ce soit le pire, le moins pire, quoi On qu'il va arrive, se retrouver ensemble après. on va passer 5 ans à se battre. Ouais. On va passer 5 ans à se galérer. On va passer 5 ans à lutter. On va passer 5 ans à se mobiliser. Où qu'on soit, dans la rue, à l'Assemblée, dans nos entreprises, partout, on va se bastonner. Et donc, si on n'est pas capable maintenant, et moi, je ne sais pas si on va y venir, mais c'est un des éléments qui m'a un peu refroidi dimanche soir dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, j'attendais un truc qui me trace une perspective. Et c'est pas ce que j'ai retrouvé. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'à gauche, on trace pas de perspective ensemble. Alors qu'on pourrait se dire, quoi qu'on fasse, en respectant les paroles des uns et des autres, quoi qu'on fasse le 7 mai, il faut qu'on prépare le 8. Et je sais qu'avec des copains, on discute par exemple le 8 de se retrouver, c'est un jour férié, à 14h à République, pour commencer à discuter de comment est-ce qu'on fait après. Voilà. Il y a une force incroyable, tu as raison, hein, je le dis avec d'autant plus d'humilité que moi, j'ai pas trop participé parce que j'étais plutôt à distance et critique vis-à-vis de cette force-là, mais c'est une force incroyable qui s'est levée avec la France Insoumise. C'est une énergie super sur laquelle ces mouvements de gauche vont pouvoir s'appuyer dans les années qui viennent. Voilà, moi je me dis, pensons aussi au 8. Voilà, essayons de convaincre le 7 et pensons au 8. Quand vous dites pensons au 8, c'est-à-dire d'une certaine manière, hop, on enjambe le deuxième tour qui nous pose des problèmes et puis on voit. Je pose juste la question. Ouais. Est-ce que la préparation du vote du 7, c'est-à-dire la préparation d'un vrai barrage au Front National, ne serait pas, a priori, la meilleure des occasions pour les gauches. Et c'est pour ça que la gauche version Hamon, la France Insoumise, d'autres, etc., de commencer à parler et de se dire, sortons justement, ne subissons pas ce matraquage médiatique sous forme d'injonction morale à tenez-vous correctement, et commençons à parler politique à partir de cet état de fait.
D'abord, j'ai le sentiment que c'est ce qui se fait quand même. C'est-à-dire que ce soir, on parle politique, sur les réseaux sociaux, dans les réunions. Moi, lundi soir, on a passé 1 heure à parler politique avec des gens qui avaient fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon, d'autres de Benoît Hamon, d'autres qui avaient voté Philippe Poutou, d'autres qui n'étaient pas allés voter au premier tour de la présidentielle. Donc, il y avait des gens très différents qui parlaient politique. Ça ne parle pas forcément politique au sommet. Ah non, c'est oui, moins qu'on ça c'est puisse clair. dire. Mais par contre, ça parle politique partout ailleurs. À la base, et puis voilà, partout ailleurs, ça parle politique. Vous avez ce Là où j'étais pas sentiment-là d'accord... C'est un sentiment partagé. J'espère juste qu'on continuera de parler politique, sorti de cette période un petit peu particulière. Et bien évidemment, il faudrait profiter et tirer plein de leçons. Et ne pas non plus enjamber tout de suite aux législatives, parce qu'il y a une période d'ici aux législatives, après le second tour aussi, qui est fondamentale, qui sera peut-être l'occasion de ramener plus au cœur du débat les questions de fond, un petit peu occultées dans la campagne par les affaires, les histoires, etc. La question du chômage, qui est une question absolument essentielle, le chômage de masse qui est un petit peu à l'origine de tout ce qu'on vit aujourd'hui, et qui n'est pas absente des programmes, mais qui n'a pas été un thème central malgré tout de la campagne. La chose la plus importante par rapport au 7, c'est que personne ne viendra nous expliquer le 7 au soir que le score de Marine Le Pen est dû à ceux qui se seraient éventuellement abstenus. Le score de Marine Le Pen est essentiellement dû aux politiques menées depuis maintenant un certain nombre d'années. Et il ne faut pas accepter ce renversement de responsabilité. Et je reviens à mon billet. Si je pointe un certain nombre de responsabilités, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir sont toujours responsables, beaucoup plus que les autres, des situations qu'ils créent. Et que ce qui est quand même incroyable aujourd'hui, c'est que la culpabilité est renvoyée vers ceux qui débattent, qui réfléchissent finalement. Est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux pas faire? Je veux avoir un vote intelligent. Et ça, on me le renvoie comme étant presque un acte incivique, quoi. Mais comment vous osez hésiter? Voilà. Oui, j'ose hésiter. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. C'est de même que je disais que le fait que Chirac se soit assis sur les votes de gauche, ce n'est pas la faute de ceux qui avaient voté pour lui à gauche. De même que là, ce qui se passera, de toute façon, c'est pas la gauche qui a toujours lutté contre les deux qui sera responsable de quoi que ce soit. C'est ceux qui les ont permis, soit le Front National d'arriver au pouvoir, soit Macron d'être la créature Frankenstein de Hollande. De toute façon, c'est ça, et on l'a dit, c'est ça qui est terrible, c'est qu'au bout du compte, là, il y a tous les regards braqués sur ceux-là même qui n'ont fait que lutter contre depuis le début. Et de fait, quand on discute ensemble, et oui, on arrive à discuter, le désaccord, il est sur qu'est-ce qu'on fait à l'extrême fin de la discussion. Mais pendant toute la discussion, on est d'accord. On est d'accord sur les responsabilités, on est d'accord sur quels sont les risques, on est d'accord sur le fait que Macron aura pour effet de faire le lit du Front National. Simplement, ça laisse peut-être plus le temps et donc l'espoir de l'empêcher de le faire. Mais on est quand même d'accord à énormément. Et donc, surtout... Vous n'êtes pas d'accord quand même sur le point central qui est équivalence ou non? Mais non, parce Mais que personne dit que c'est Moi, j'entends ça équivalent. nulle part. Non, moi non. Puis c'est pas ce qu'on dit. Alors, si on a donné cette impression, vraiment, j'ai pas l'impression que c'est ça qu'on dit. Aucun d'entre nous, on dit. Après, on n'utilise pas forcément les mêmes termes, mais on sait bien que c'est pas la même chose. Alors moi, j'avais deux choses à dire. D'abord, sur le fait qu'effectivement, on ne tape que sur la gauche. Alors bon, j'espère que vous irez tous lire le billet de Diane Scott, puisque j'en parle tout le temps. Mais elle dit que, comme effectivement, maintenant, la focalisation sur l'extrême droite sert à faire passer l'État pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une république, évidemment, la seule abstention qui dérange, c'est l'abstention de ceux qui, en s'abstenant, accusent l'État d'être quelque chose de quasi d'extrême droite. Évidemment que des fillonistes disent « nous ne voterons pas pour la République », ça ne change rien à rien. Donc c'est bien sûr notre abstention qui dérange. L'autre chose que je voulais dire, alors là, je ne sais pas si c'est très utile, mais c'était sur est-ce qu'on parle politique? Moi, je ne sais pas vraiment bien ce que ça veut dire. Et j'avoue que... quand même, aussi à la France Insoumise. Alors toi, tu as dit que bon, vous étiez peut-être trompé à certains égards, à certains moments au PS, etc. Bon, nous, je pense qu'on ne s'est pas vraiment trompé. Pas vous et PS dans la même phrase. Ça fait longtemps. Quand tu revenais sur ton, quand tu revenais sur ton parcours. Voilà. Et c'est vrai que, honnêtement, un des trucs qui est quand même assez exaspérant quand on fait partie des Insoumis, c'est qu'on a quand même eu l'impression d'avoir eu raison sur à peu près tout depuis le début, aussi bien les politiques d'austérité, la façon dont le PS a géré au pouvoir, l'inutilité totale de fronder, le fait qu'il fallait changer de république, etc. et comment.
Alors ça, on ne a jamais accordé crédit. À chaque étape, on a été traité d'extrémistes et à la fin, finalement, tout le monde dit comme nous. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, si vous voulez. Et ce qu'on a fait là, on a quand même eu raison. Il y a quand même un moment où moi, j'ai été assez épaté par Mélenchon qui, en 2013, alors que le Front de gauche est en ruine, sort je ne veux plus rassembler la gauche, je veux fédérer le peuple. Sur le coup, je me suis dit, c'est vraiment le dernier coup de poker d'un type seul qui se donne à la formule la plus vague. Et en fait, ça a marché. Et c'est quand même assez incroyable. Et pendant la campagne, j'ai été exaspéré par la comédie du rassemblement, dont, à mon avis, le Parti socialiste n'a jamais voulu et qui n'avait qu'un objectif, c'était de faire comme si c'était Mélenchon qui ne voulait pas le rassemblement à cause de son ego surdimensionné. Bon, nous, pendant ce temps-là, on a laissé tout ça de côté. La politique, on l'a faite de façon différente. Et pour moi, ce qui vaut d'être sauvé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qui est aussi une sphère discursive où on a élaboré une tonne de matériel à quoi se référer et des façons d'entrer en relation où on n'a plus besoin de parler politique au sommet. Moi, ça m'intéresse absolument pas de parler politique au sommet. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'étendre ce qu'on a commencé à faire là et qui est de fait très prometteur. Et il y a quand même nécessaire puisqu'on risque de se prendre sur la gueule. Voilà. Caroline et Karl Gazi, et après on Il y a quand même un problème. Alors, on dévie un peu de la question du 7 mai, mais il y a quand même un problème, c'est que ça n'a pas marché. Donc, attends, juste laisse-moi terminer. Et résultat, ce que je trouve intéressant, ce qui moi m'interpelle, c'est que dans les débats, là, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bon, j'étais au boulot, donc j'ai regardé ça à la pause déjeuner, en fait, j'ai vu notamment un des responsables de la France Insoumise dire que Hamon avait permis l'arrivée de Le Pen au second tour. Corbière, oui. C'est Alexis Corbière. Dans un entretien. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, il n'a pas pu dire ça. Bon. Parce qu'en 2002, on a quand même passé notre temps à expliquer que c'était pas la faute de Taubira et de tous les autres. Si Jospin s'était planté, c'était la faute de Jospin. D'accord ? Je ne fais pas un parallèle entre Jospin et Mélenchon. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je disais toujours ça quand j'étais dans mes sections locales à l'UNEF, quand il y a un problème, c'est la faute de la direction. Je continue à dire ça. Quand il y a un problème... On le dit aussi à Mediapart. Hein. C'est bien. Quand il y a un problème, c'est que les personnes qui dirigent n'ont pas réussi. D'accord ? Donc, il y a à la fois un gros succès, parce que ce score est très impressionnant pour un parti qui se situe à la gauche de ce que constitue la gauche historique dans ce pays, à savoir le Parti socialiste. Je mets des guillemets à gauche. Et en même temps, je pense qu'on peut aussi tirer les leçons de cette campagne et du fait que des gens comme moi, qui sont 100% d'accord ou quasiment avec tout le programme en France de la France Insoumise, vous n'ayez pas réussi à nous embarquer dans l'aventure. Et donc ça sera dans un autre temps qu'on en discutera. Mais je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça quand même. Ouais, tu vois Oui, mais pour répondre avec un petit peu de retard à la question que vous posiez tout à l'heure, je pense que si on veut arriver à surmonter ce qui se passe, il faut en finir avec... Dans ce contexte où quand même, et c'est naturel, beaucoup de gens sont désorientés, c'est compliqué. Enfin, les solutions ne s'imposent pas à nous de façon évidente tous les jours. Si quelqu'un a la solution miracle, il nous la donne. Que certains, et ils existent dans tous les partis à la gauche de Valls, disons, sont absolument certains d'avoir tout le temps raison. C'est quand même extraordinaire. Alors, on aurait eu raison du début jusqu'à la fin, et on aurait quand même perdu à la fin. C'est désespérant de dire ça. Non, c'est très précis, je pense que non, ce qui serait vraiment politique et intelligent, c'est de se poser objectivement les questions de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas bien marché, et pourquoi. Et si on ne fait pas ce travail, si on se contente de dire « moi j'ai toujours eu raison, mais ça n'a pas marché », ça veut dire qu'on s'adresse aux gens en leur disant « ça ne marchera pas ». Parce que même quand on a raison de bout en bout, à la fin, ça ne marche pas. C'est pas acceptable. Il y a une violence, une virulence dans les débats qui m'a beaucoup indigné. Mes premiers billets sur Facebook après le premier tour, c'était en ce sens. C'est pas le moment de vous insulter, de vous renvoyer mutuellement les fautes, parce que chacun explique que c'est la faute de l'autre. Il est nécessaire quand même d'avoir la modestie de croire évidemment à ce qu'on dit, mais la modestie de dire qu'on a peut-être pas tout à fait raison sur tout et qu'il faut écouter les autres et arrêter, parce que ça c'est un mal profond à gauche, d'insulter systématiquement les gens qui vous ressemblent le plus. Plus ils vous ressemblent, plus vous les insultez. Oui, c'est ça, en plus. Pas vous les insoumis. Les gens à gauche, en général, ont ce travers qui est quand même fortement ancré. Il faut en finir avec ça parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce que ça tue le débat, parce que ça empêche d'avancer, parce que ça empêche des choses intelligentes de se confronter, et qu'on est dans l'invective permanente. C'est pas la question. Alors moi, je ne suis pas dans l'invective. Mais d'abord, c'est quand même rigolo de nous appeler, nous, effectivement, à la modestie. On pourrait aussi quand même
appeler ceux qui n'ont pas compris ce qu'on était en train de faire et qui auraient pu nous aider à le mener à bout, eux aussi à la modestie et à l'autocritique. J'espère moi aussi. Mais c'est pas du tout la question. C'est surtout que d'abord, quand je dis qu'on a eu raison tout du long, c'est pas sur le fait qu'on allait gagner l'élection présidentielle. C'est qu'on a eu raison dans les diagnostics qu'on portait sur ce qui allait se passer au gouvernement et sur les politiques, sur l'effet des politiques qui allaient être menées. On a passé 5 ans à dire rejoignez-nous. Les frondeurs, rompez les rangs, rejoignez-nous, vous ne servez à rien à l'intérieur. S'ils nous avaient rejoints, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est eux qui se sont trompés dans ce cas-là. Et ce que je voulais dire, c'est pas du tout chacun va de son côté. En fait, si, un petit peu. C'est simplement que ce qu'on a réussi à construire aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on s'est jamais laissé avoir dans ce genre de truc. Le sketch Jadot, Hamon, Mélenchon, 1 mois de campagne de perdu. À la fin, on était dans un sprint effréné. Si on n'avait pas perdu ce mois-là, on ne sait pas où on serait aujourd'hui. Donc, on s'est jamais laissé avoir dans ce genre de machin où il fallait que les appareils s'entendent. Et c'est pas le moment de commencer. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, ceux qui se reconnaissent en ce moment comme insoumis continuent à se reconnaître comme insoumis. Donc, ne se divisent pas autour de trucs comme le 7 mai et qu'on continue à construire les appareils. Je pense que cet échec est une responsabilité collective et qu'elle n'a pas à être envoyée plus à l'un qu'à l'autre. Je ne suis pas certain que dans les leaders incriminés, dans cette absence d'union, il y en ait qui soient plus responsables que les autres de la situation. Je n'en suis pas certain. Mathilde, vous vouliez dire un mot? Enfin, je vais me répéter un truc sur ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que les ennemis, ils sont ailleurs, quoi. Enfin, ouais. C'est effectivement les néolibéraux. Oui, ces débats, il va falloir tirer les leçons. Je suis complètement d'accord, mais je pense que ce serait, qui plus est dans la séquence qui est celle qui est la nôtre là maintenant, et compte tenu de l'importance entre le 7 mai, les législatives et je pense quand même, enfin j'espère. Mais comment on peut dire un truc pareil que Macron sera élu, enfin, bon, en tout cas, tu ne seras pas le fait. Mais vu que on va se bouffer, mais il va falloir qu'on fasse front sérieusement. Mais quand même, dans ces dialogues et dans ces discussions, c'est très intéressant. Nous, c'est à la fois très intéressant, mais ce qu'on peut voir de la fenêtre Mediapart, si je puis dire, en lisant les billets de blog et les fils de commentaires, c'est quand même une violence absolument incroyable des échanges. Alors, cela dit, je ne veux pas désigner les insoumis plus que d'autres, mais je suis quand même très surpris en permanence de cette agressivité. Là où on pourrait, je veux dire, échanger quand même. Mais elle est présente partout. Et en plus de gens qui ont des cultures politiques, qui ont des capacités d'argumentation, on se dit, ouh là là, mais oui, il y a vraiment du boulot à gauche pour qu'on en soit arrivé à de telles fractures où, d'une certaine manière, les gens n'arrivent plus à se parler, quoi. Faire de la psychologie à 2 balles, je crois qu'on masque aussi un petit peu la désorientation par la virulence et du propos. On est 3 jours après, quand même. Enfin, c'est... Moi, j'ai une leçon un peu jetant. Voilà. Ce que je dis, parce que on n'a pas un regard plus exigeant en termes de... Moi, j'ai aussi vécu pendant cette campagne des moments... d'injonction, d'agression verbale, notamment sur Twitter, qui n'était pas du tout agréable, de la part des gens que je considère comme de mon camp, qui par ailleurs faisaient la campagne d'un candidat pour lequel j'ai voté, donc en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, et donc c'était pas toujours hyper agréable. En fait, en vous écoutant, je me demande si aussi on n'a pas un regard plus dur et plus exigeant vis-à-vis des militants de notre camp sur la bienveillance, et ce qui est légitime, hein, que vis-à-vis des gens, par exemple, comme Manuel Valls, qui, quand il prend la parole... et pour moi, voilà, bien sûr, enfin, elle n'est pas uniquement là. Parce moi, j'ai milité dans des organisations de jeunesse, j'ai vu des militants être violents verbalement entre eux, donc je sais que la violence, elle peut aussi exister dans le camp... j'allais dire progressiste. Dans ce que moi j'appelle la gauche, voilà, bon, dans ce que moi je caractérise la gauche, donc elle peut exister là. Parfois elle est même théorisée d'ailleurs, elle est même théorisée. Donc moi je suis une militante de la non-violence dans ma vie féministe, dans ma vie de parent comme dans ma vie citoyenne. Et ça, je trouve que ça nous interroge beaucoup en effet pour la suite. Mais justement sur la suite, moi je me suis dit, en écoutant notamment Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour, je me suis dit s'il avait dit un truc. Hypothèse, hein. S'il avait dit un truc du genre, moi, je vais, à titre personnel, voilà ce que je vais faire. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il veut faire d'ailleurs, mais ce qu'il ne le dira pas, mais faire barrage au Front National ou peu importe. Voilà. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. On va maintenant passer à la suite. En fait, c'est ça, moi, ce qui m'a le plus troublée, c'est pas tant qu'il donne pas son avis en tant que tel, parce qu'à la rigueur, son avis personnel, moi, ça va pas influer sur ma décision.
Ce qui m'a troublée, c'est qu'ils ne saisissent pas la possibilité de donner son avis pour, allez, ok, cette question de ce qu'on fait le 7 mai est réglée, donc on va le faire, et maintenant on passe à la suite. Et on prépare ensemble l'avenir. Ah, mais là, les gens n'auraient pas Voilà. supporté. Les Ah gens oui n'auraient pas. Moi, j'ai trouvé ça, c'est vrai c'est ce que Tu j'ai n'aurais appris. pas supporté Oui, Pourquoi Eh bien, je c'est le marrant. comprends a posteriori. Je pense que Ouais. lui, il le savait déjà. Mais à voir justement les fils de commentaires, notamment à mon deuxième billet, je pense qu'effectivement, que le leader c'est rigolo que ce soit nous qu'on accuse d'être une secte derrière un leader, et que le leader se comporte comme un berger qui pousse son troupeau dans je ne sais quelle direction, ça aurait tout détruit dans l'instant. Et aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que les gens feront, et à vrai dire, je reçois beaucoup d'emails après mon billet de gens qui me disent ouais, bon, t'as raison, on se calme, ou même tu m'as fait changer d'avis, et aussi plein qui disent Olivier, je respecte ton point de vue, mais moi c'est non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il fallait absolument laisser l'espace pour que cette décision, elle soit prise en conscience et individuellement. Et une consigne de vote à ce moment-là, ça aurait été reçu comme une violence terrible. Il aurait pu le dire Surtout, sans consigne. Il aurait pu donner son mais avis. c'était pas Non, possible. je pense C'est que Jean-Luc c'est pas Mélenchon. possible. Jean-Luc Mais ça a Mélenchon valeur de dit ce qu'il consigne. fait, c'est une consigne. Ça a valeur de consigne, Voilà, et ça ça a a été valeur de éminemment consigne. respectueux. On s'adresse à des gens qui font campagne corps et âme pour vous pendant là, et à la seconde même où le résultat tombe, il faudrait leur dire moi maintenant j'ai décidé pour vous. Alors pas sous cette forme-là, mais même si j'indique mon vote et que je suis un petit peu, c'est une indication claire de ce qu'il faut faire. Mais moi, j'insiste sur cette question de la violence et de la virulence. Elle est centrale, et y compris pour la question pour laquelle nous sommes là ce soir. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le 7 mai au soir, on se déchire sur un choix tactique. Qui n'est que, comme vous l'avez dit, nous sommes d'accord sur tout. C'est juste sur le. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? Se déchirer sur ça avec la violence des propos. Un choix tactique, C'est c'est un un choix choix tactique. quand même assez lourd, hein, Oui, mais tactique. parce que derrière, il y a la possibilité d'une élection de Le Pen. Oui, mais c'est un choix tactique. J'entends bien. On est d'accord sur Il ne l'essentiel. faut pas louper la manœuvre tactique. Il ne faut pas la louper, mais il ne faudrait pas non plus s'imaginer. pression, là. Non, non, moi, Il ne faudrait pas non plus donner trop d'importance, justement, j'insiste là-dessus, Oui. à ce qu'on va décider, parce que finalement, quelle prise avons-nous sur le résultat? Et il est essentiel d'accepter justement qu'on puisse faire les deux choix, j'insiste là-dessus, et si on veut construire quelque chose après, ceux qui ont voté regardent en chien de faïence, ceux qui ne l'ont pas fait, ce ne sera pas possible. Alors, un mot, mais il faut qu'on termine. Ok. Désolé. Ouais, mais en fait, il y a un truc qu'on n'a pas trop abordé et que moi je trouvais important, et notamment quand je regardais les images que vous montriez, la Ouais. différence entre 2002 et maintenant. Il y a une différence entre 2002 et maintenant. C'est par exemple dans ce qui s'est passé dans la rue. Le soir du 21 avril, moi je me souviens, j'étais allée à Saint-Michel, il y avait du monde, on marchait, il n'y avait pas de flics, il n'y avait pas de problème. 23, 22, Avril, 23, ouais. 23, avril. 23, ouais. À Bastille, moi j'y suis pas allée parce qu'il y avait des gamins chez moi, et j'ai regardé sur Twitter et je me suis dit je vais pas sortir avec eux, il y avait des mômes, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de flics. Ouais. En 2002, on disait il y a des réactions démocratiques contre... Ouais. Là, on disait il y a des casseurs dans la rue. Et par ailleurs, je ne sais pas ce qui va passer le 1er mai, là, lundi, mais souvenez-vous du 1er mai 2002, ce que c'était. Et c'est vrai que là, il y a tous ces débats, etc. Mais ce qui me semble important, c'est qu'est-ce qui va se passer là, dehors. C'est facile de s'engueuler sur Internet, etc. Mais moi, j'ai super hâte de voir. Et c'est là que se jouent les choses aussi beaucoup. Donc, On peut d'ailleurs donner le rendez-vous, c'est 14h30 à République. 14h30 Alors, à pour la République. manifestation. Alors, Voilà. on est obligé de conclure, donc nous nous retrouverons le 1er mai. Merci d'être venu. Et puis, nous nous retrouverons mercredi prochain pour une nouvelle émission en direct de Mediapart. Stéphane, merci. Merci. Merci d'être venu et à la semaine prochaine. Et merci pour la bienveillance générale de ces échanges. Ça fait du bien. Je suis un peu passionnée, mais c'est normal en même temps.